Alors Claude Fischler, c'est un sociologue, il est directeur de recherche émérite au CNRS, ça fait plusieurs années. Tout à l'heure, il a dit que quand j'utilisais le terme de très très nombreuses années, je vieillissais. En tout cas, il a une très très longue expérience sur les comportements alimentaires, à la fois en France, mais aussi en Europe et au-delà, puisqu'il a fait un certain nombre, avec son laboratoire et ses équipes de recherche, des études comparatives entre nos habitudes alimentaires à nous, ici en Europe, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Et il a aussi, en Chine, parce qu'il revient de Chine, il était il y a quelques jours encore en Chine, et il repart en Chine dans quelques jours, pour essayer de savoir un petit peu comment les uns et les autres on mange, comment on évolue, vers quoi on tend, pourquoi, voilà, ici on reste... il nous le dira, un pays avant tout latin et un pays mangeur de viande, et on risque de rester encore pendant un certain nombre d'années. Il essaiera de nous expliquer un petit peu pourquoi c'est ancré, en tout cas dans nos cultures et dans notre culture française. Il parlera aussi de nos habitudes culinaires. Je crois qu'ici, tout à chacun est très attaché au repas et à tout le rite que ça entraîne, notamment... Voilà, on a un peu de mal à manger à la va-vite ici, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays voisins européens. Et puis, la grande question aussi, Claude Fischler, et la question qui est derrière toute la problématique et le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est finalement comment on va faire pour nourrir les 9 milliards d'habitants qu'on nous annonce pour demain. Donc, je vous laisse le micro. Alors, merci. D'abord, le micro, ça va ? Oui, ça devrait aller. Super. Alors, donc il paraît qu'on va parler des protéines végétales. Moi, je suis parti sur l'idée qu'on m'avait suggérée, que j'aimais bien, de la transition protéique. Alors, transition, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé. On a parlé de transition épidémiologique, de transition démographique, de transition nutritionnelle, etc., pour marquer des changements de fond qui changent la surface de la planète ou les sociétés les plus avancées. Et c'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Est-ce que nous sommes dans une période de basculement ou de retour en arrière parce que la transition nutritionnelle nous a fait en fait nous éloigner de certaines de ces protéines dont aujourd'hui on voudrait nous rapprocher. Bon, alors il y a une dimension de prospective dans cette affaire, et la prospective c'est toujours très délicat. Vous savez qu'on attribue à Winston Churchill, on me prête corrige, le mot la prévision est un art difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Et en matière de prospective, moi je me souviens toujours d'une parabole que faisait Edgar Morin. Il disait: imaginons que nous sommes à la fin du secondaire et que les grands dinosaures se réunissent en un congrès de prospective. Ils échangent leurs données, leurs projections, et ils arrivent à la conclusion que l'ère à venir ne peut être qu'une ère encore plus de reptiles encore plus colossaux, encore plus gigantesques. Et personne ne fait attention à un petit animal absolument ridicule qui passe entre les pattes des géants, un rat, un mammifère. Et pourtant, le rat, le mammifère, incarne beaucoup plus l'avenir que les grands reptiles. Donc c'est très très difficile. Les données qu'on a, on les extrapole, mais on ne sait pas s'il y aura des guerres, s'il y aura des catastrophes, des cataclysmes, des hasards, etc. Et bon, bien sûr, on est tous conscients de ça. Le point de départ de cette affaire de protéines, je pense que c'est les questions posées notamment par les démographes, hein, pas seulement, mais enfin, par exemple, Hervé Lebras, déjà dans le milieu des années 90, prend les projections les plus fréquentes, dit environ entre 8 et 11 milliards d'humains en 2050. Est-ce qu'on est capable de les nourrir? C'est la question que tout le monde se pose, après le Club de Rome, 1972, après tout ça, etc. Et il dit... il y a une question quand même qui est problématique, de rationalité, disons. S'il faut vraiment 7 calories pour produire 1 calorie de protéines animales, est-ce qu'il ne serait pas plus astucieux, enfin c'est la question que certains se posent, de faire passer directement
au moins une partie de ces protéines végétales qui servent à nourrir les animaux sur la consommation humaine. Alors, tous ces chiffres, toutes ces projections sont toujours discutées. Par exemple, les projections démographiques dans le passé se sont révélées fausses très souvent parce qu'il y avait des événements inattendus, etc. Bon, Alfred Sauvy s'était royalement planté sur la population de la France en 1980, je ne sais plus combien, il s'était trompé de 10 ou 20 millions en moins ou quelque chose comme ça. Et bon, la question du nombre de calories, je vois que des spécialistes la mettent en cause, y compris à l'INRA, qu'en fait on peut arriver à être beaucoup plus efficace. Ça dépend du type de production, etc. Et puis les inconvénients, évidemment, quand même, de l'élevage sont de plus en plus mis en avant. On dit que l'agriculture en général et l'élevage en particulier produisent beaucoup de déchets, de carbone, etc., et de gaz à effet de serre, hein, tout ça, et en plus, on accuse les animaux d'être des réservoirs de maladies infectieuses. Je vois que j'entends même dire, ce que je ne savais pas, qu'il y a des problèmes avec la perception par le public de certaines techniques utilisées je ne savais pas, mais la vaccination des animaux pose des problèmes à certains. Et évidemment, ça pose des problèmes nutritionnels parce qu'on nous explique que les protéines animales, pas spécialement les protéines elles-mêmes, mais la viande et les produits d'origine animale portent avec eux un certain nombre de risques ou de problèmes de type nutritionnel et santé publique. D'où cette idée, encore une fois, augmenter la part des protéines végétales. Alors, je vais traiter un petit peu les points suivants. D'abord, je vais rappeler ce que j'ai en grande partie fait déjà, mais enfin, le point de vue macro-planétaire, si j'ose dire. Hein. Macro, pas comme macro au vin blanc. L'idée de réfléchir, enfin, le point de vue qui consiste à réfléchir sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble des productions, sur l'ensemble des populations, etc., ça c'est relativement nouveau, n'est-ce pas? C'est un point de vue qui n'est pas mondialisé, mais qui est plutôt planétarisé. Hein, et en cela, c'est intéressant. Et il y a un certain temps on essaye que certains chercheurs, certains penseurs essayent de tirer un petit peu, d'extraire les lois, si elles existent, de l'évolution des systèmes alimentaires à mesure que le niveau de vie, la prospérité, le développement des populations humaines augmente. Maintenant, je ne sache pas qu'on ait beaucoup regardé l'hypothèse inverse. Deuxièmement, je vais regarder la question de l'innovation, mais je vais vite me dépêcher d'ailleurs d'introduire du micro dans ce macro, parce qu'il suffit de regarder de plus près pour se rendre compte que ces grandes masses, ces grandes généralités ont besoin d'être qualifiées, d'être relativisées, et beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cette différenciation ? Deuxièmement, on va réfléchir, enfin, je vais faire quelques remarques sur innovation et alimentation, ce que nous sommes prêts à avaler ou pas, et comment. Troisièmement, la question fondamentale du statut dans les représentations, dans les perceptions de l'animal versus le végétal, ou dans quel sens ça semble aller, quels sont les phénomènes qu'on peut observer. Derrière ça, il y a la question qui, elle, est une sorte de souffle, de raz-de-marée silencieux, qui est le processus d'individualisation, qui est vraiment un processus de très long terme, et qui a tendance à pousser en avant le sujet, disons. Et on peut réfléchir à titre d'illustration, d'anecdote sur quelques-unes des solutions alternatives proposées, qu'elles soient d'ailleurs végétales ou animales.
Et pour finir, j'essaierai de tirer, parce que je sais bien que tout ce que je dis, les gens qui sont dans l'action, dans l'entreprise, ils ont facilement tendance à penser, à juste titre, je suppose, que leur problème, c'est comment j'opérationnalise tout ça. Qu'est-ce que j'en fais dans l'action? Est-ce que ça peut... Bon. Et j'essaierai de tirer 3-4 principes ou idées de base qui peuvent peut-être être utiles sur les attentes apparemment constantes des mangeurs. Alors, moi aussi, j'essaye de tirer non pas des lois, mais des principes directeurs. Alors, dans la première chose que j'ai annoncée, ce truc macro-micro, je pense qu'il faut d'abord voir ce paradoxe qu'on nous présente, je crois, à juste titre. Si on raisonne à l'échelle de la planète, on voit qu'il y a un paradoxe qui est que d'un côté, on a toujours de la malnutrition chronique. Alors, il y a plusieurs évaluations. Là encore, c'est les chiffres. Les chiffres sont facilement discutés et discutables. Donc, vous avez encore, disons, pas loin d'1 milliard, probablement, en tout cas dans cette évaluation 870 millions de gens qui sont en état de malnutrition chronique. Et puis dans le même temps, vous avez au moins 500 millions de personnes qui sont considérées obèses, c'est-à-dire avec un IMC, un indice de masse corporelle, égal ou supérieur à 30. Alors il y a une gymnastique très fréquente chez les gens de la santé publique qui consiste à agglomérer le surpoids, indice de masse corporelle 25 à 30, avec l'obésité pour faire apparaître des chiffres encore plus spectaculaires. Et puis pour pouvoir dire, c'est quand même... Il faut de l'argent pour la recherche parce que c'est vraiment très très grave. Et ça l'est. Mais ce n'est pas une raison pour agglomérer, d'autant plus qu'il y a des polémiques en ce moment extrêmement violentes sur la pathogénicité, disons, de l'état dit de surpoids et même des zones basses de l'obésité. Et ce qui est frappant dans ces affaires paradoxales, 870 millions contre 500 millions de l'autre côté, c'est qu'on observe parfois les deux ensemble. Je veux dire, il y a des papiers, il y a des travaux sur des observations sur des familles où coexistent des cas d'obésité et des cas de malnutrition. Donc, c'est une bonne idée de raisonner à l'échelle de la planète, c'est une bonne idée d'appeler ça, de mettre ça sous une étiquette commune. Moi, je propose la dysnutrition, n'est-ce pas, qui regroupe tous ces problèmes de malnutrition et d'exnutrition inappropriée, excessive, etc. Et de se poser la question, comme l'ont fait des économistes, des démographes, d'autres, des nutritionnistes, sur l'évolution de la structure de l'alimentation avec l'augmentation de la prospérité ou du niveau de vie ou de la richesse de la planète et des inégalités en même temps. Alors, ça commence dans les années 50 au moins, c'est-à-dire là, c'est des économistes, Michel Cepede, qui est un grand nom, qui propose des observations, puis dans les années 60-70, Julien Périssé et collaborateurs de la FAO à l'époque, qui sont plutôt nutritionnistes, je crois, et qui émettent en somme 3 lois, ou formulent 3 lois sur l'évolution des systèmes alimentaires. Premièrement, première loi, avec le revenu, la consommation de calories augmente. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours confirmé, mais enfin, c'est ça qui est formulé. Les dépenses alimentaires, ça c'est la loi d'Engel, augmentent en valeur absolue, mais diminuent en valeur relative au fur et à mesure qu'on grimpe dans l'échelle socio-économique. Parce que, ma foi, si on est plus riche, on ne va pas pour autant manger 5 fois par jour au lieu de 3. Donc la part que ça représente dans le budget des ménages diminue. Et cette idée de transition nutritionnelle sur laquelle on va revenir dans un instant. Et donc, ces convergences qui sont observées et qui sont analysées, elles sont formulées par exemple dans cet ouvrage, Rastouin et collaborateurs, qui, avec cette formule, on raisonne par aliments, famille d'aliments,
lorsque le niveau énergétique de la ration s'élève, la quantité de calories apportée par les céréales, racines, tubercules croît, passe par un maximum aux environs de 2500 calories, puis diminue. L'apport de légumes secs décroît, celui des sucres, des fruits et des légumes, de la viande, du lait et des corps gras augmente. Bon, il raisonne en famille d'aliments, et on voit que là-dedans, il y a des aliments dits de nécessité qui sont abandonnés au fur et à mesure que la prospérité augmente, et d'autres types d'aliments qui sont adoptés ou plus consommés. Arrive un pape de la nutrition américaine, Barry Popkin, enfin, qui, lui, propose sa formule de la nutritional transition. Et cette transition nutritionnelle, lui, il l'examine en nutritionniste, c'est-à-dire qu'il la formule en nutriments et en calories, et il dit « Les sociétés modernes semblent converger vers une alimentation à forte teneur en graisse, c'est ma traduction, saturée, en sucre et produits raffinés, et pauvre en fibres. On la nomme souvent Western Diet, l'alimentation occidentale. » Alors cette notion d'alimentation occidentale passe comme une lettre à la poste. Moi, je te pose quand même de grosses difficultés sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Alors, quid des protéines dans tout ça? On a des données qui sont utilisées par mon collègue et ami de l'INRA, Pierre Combris, sur les consommations, ou plus exactement, sur la disponibilité. Enfin, lui, il dit la disponibilité, en anglais, on dit supply, c'est-à-dire ce qu'on traduit habituellement par l'offre. Parce que les données de la FAO, ce ne sont pas des données de consommation. En nutrition, on fait souvent comme si c'était des données de consommation. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est la production, plus les importations, moins les exportations, divisé par le nombre de têtes de pipe. Et après, on dit que c'est la ration per capita. Et donc, il faut prendre ça avec, comme on dit en anglais, un grain de sel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, on a des corrections, mais ça fait des différences entre ce qui est disponible et ce qui est consommé, qui sont énormes, qui sont jusqu'à 20%. On dit qu'il y a probablement dans la distribution un tiers de 20% ou un tiers de gaspillage. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et ces données sont utiles, mais il faut les prendre pour ce qu'elles valent. Et ces données analysées par Pierre montrent que au début des années 60, les protéines dans la ration calorique totale représentent à peu près 11%. Il montre que la part des protéines animales est croissante avec le niveau de richesse pour l'ensemble des pays. Ça va de 2,5% à 7,5% des pays les plus pauvres en moyenne aux pays les plus riches. Que cette substitution des protéines animales aux protéines végétales s'est généralisée. En quantité, ça représentait en moyenne les protéines animales 25 grammes par personne et par jour au début des années 60, et aujourd'hui on en serait à 36 grammes. Et donc au niveau planétaire, il confirme que la part des produits d'origine animale dans l'alimentation augmente au détriment de ceux d'origine végétale. Et bon, dans les pays les plus riches, il semble qu'il y ait un phénomène de stabilisation à un niveau haut, qui serait entre 40 et 60 grammes, alors que dans les pays émergents, ça continue à croître. Et l'idée, bien entendu, c'est que ce niveau-là, disons 60 grammes en moyenne, ça ne serait pas tenable, ça n'est pas sustainable, comme on dit en anglais, ça n'est pas durable dans la terminologie française. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas tenable. Enfin bon, ça risque de ne pas pouvoir durer, quoi. Donc, l'idée, c'est le défi qui consisterait à essayer de rééquilibrer ou de compenser ces phénomènes et mieux comprendre, en tout cas, tous ces processus qui sont à l'œuvre, ce qui permettrait de voir, si on comprend comment la distribution entre l'animal et le végétal dans nos assiettes peut être modifiée, dans nos assiettes et dans nos têtes d'ailleurs, c'est quand même essentiel, pas seulement dans notre estomac, mais dans nos têtes aussi, et comment on pourrait trouver des opportunités de développement dans ce domaine-là.
Et immédiatement, comme je vous l'ai dit, on a trouvé des convergences, et immédiatement derrière, moi je vois les limites de ces convergences, mais la compréhension de ces limites elle-même peut nous être utile. Donc, les limites de la convergence, d'abord, elles sont évidemment culturelles, économiques, en tout cas locales. Par exemple, regardez, comment s'applique le modèle de la transition nutritionnelle popkinienne, si j'ose dire, à la Chine. Ben, on voit qu'en Chine, en effet, la malnutrition tend à diminuer du fait de l'exode vers les villes et du développement extrêmement rapide. Il semble, je dis il semble parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de données, que l'obésité augmente. Que la consommation de viande augmente, ça paraît assez clair, même si je n'ai pas eu accès pour l'instant à des chiffres très fiables. Il y a des observations, disons, anecdotiques, assez claires. On voit que l'industrie agroalimentaire est naissante, ce qui donne lieu d'ailleurs à des crises du type sécurité sanitaire des aliments très spectaculaires, c'est un cas classique. On voit que ce souci de sécurité sanitaire pousse les autorités à réagir très vite, en particulier pour protéger les exportations. Ce n'est pas tellement pour la population locale, enfin, accessoirement, mais c'est très grave à cause des exportations. Et si on regarde, si on fait le même exercice pour voir si le modèle s'applique à l'Inde, on voit que la malnutrition, elle a tendance à persister. On voit qu'on est dans un modèle assez typique de pays pauvres avec de l'obésité chez les riches, dans le monde rural et dans les villes, alors que partout ailleurs, ce sont d'abord les plus pauvres, en tout cas dans le monde développé, qui sont frappés par l'obésité. Il faut bien voir qu'il y a eu un renversement entre ce qu'on appelait jadis popolo grasso et popolo minuto, le peuple gras et le peuple maigre. Et ben, les gens gras sont plus les bourgeois ou les riches. Et puis quand on voit les protéines animales, les produits animaux qui sont utilisés, c'est surtout les produits laitiers pour des raisons évidemment culturelles et religieuses. L'autre limite, j'en ai déjà parlé, c'est la nature des statistiques utilisées. Une autre limite encore, c'est évidemment le fait que s'il y a des différences culturelles, des différences régionales, des différences nationales, il y a aussi, et presque avant tout, disons, des différences sociales, parce que là encore, travaux de Combris sur d'autres données, on voit l'évolution des achats alimentaires en fonction du quartile de revenus, et on voit évidemment qu'il y a une énorme différence entre les quartiles les plus élevés et les plus riches et les autres pour les différents produits. Ce que vous avez en haut, je suis incapable de voir la couleur sur mon écran, c'est trop petit, mais l'idée est simple, c'est que l'évolution des consommations et des achats, cette fois-ci il s'agit d'achats, il ne s'agit pas d'offres, l'évolution des achats est très très liée aux revenus. Donc il s'agit de comprendre le local quand on parle du global et de voir qu'il y a des différences inattendues, des particularités très spécifiques qu'il faut aller étudier le nez dessus. Par exemple, si j'utilise des données privées de l'enquête Nielsen mondiale sur 27 000 personnes sur un échantillon Internet. Alors sur un échantillon Internet, ça sélectionne déjà l'échantillon, il faut bien relativiser ce qu'on... Et qu'est-ce qu'on voit? On voit aux surprises, enfin pour moi c'était une surprise, qu'en 2010, dans l'Asie-Pacifique, moi qui croyais que le bio était vraiment exclusivement un phénomène de pays vieux et riches et européens et occidentaux, il y avait des très très forts taux de consommation et des très très fortes attentes sur le bio dans les pays asiatiques, mais aussi en Amérique latine, au Moyen-Orient, etc. Alors en Asie-Pacifique, on comprend pourquoi, c'est en partie en réponse aux problèmes de sécurité sanitaire dont j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, j'étais à Pékin, comme l'a rappelé Anne Tréguer, et j'ai bien vu comment les expatriés se démenaient pour ramener du lait pour leurs enfants.
qui ne soit surtout pas du lait chinois depuis la crise récente. Voilà. Alors, ça amène à critiquer très sérieusement ce modèle du régime occidental dont on parlait tout à l'heure, le Western Diet. Et j'aime bien illustrer ça par des données qu'on avait recueillies dans le cadre d'une enquête qui n'avait rien à voir a priori avec l'alimentation, sur la mesure des qualités de vie, de la qualité de vie perçue. On avait 2 échantillons, on a fait ça avec une équipe de Princeton, 2 échantillons, un à Rennes et un à Columbus, Ohio, des échantillons aléatoires de 800 femmes des 2 côtés. Alors, que je sache, Columbus et Rennes, les États-Unis et la France, c'est 2 pays occidentaux, donc en principe on devrait avoir le Western Diet et ses effets. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit que l'indice de masse corporelle des femmes dans les 2 pays, dans les 2 échantillons, se situe à 28,60 en moyenne pour Columbus et à 23,06 pour Rennes, c'est-à-dire 23,06 c'est en normopondéral, et 28,60 c'est surpoids, la moyenne surpoids, et que si on regarde l'obésité proprement dite, on a moins de 8% dans nos Rennaises, et on a, tenez-vous bien, 35% dans nos femmes de Columbus, Ohio, donc moins de 8%, 35%, et 8% c'est moins que les chiffres que donnent les enquêtes nationales en France, mais 35% c'est à peu près ce que donne l'enquête nationale NHANES aux États-Unis. Donc la question que je pose toujours à propos de ça, je trouve que ça parle très fort, c'est s'il y a un Western Diet, c'est lequel? C'est Rennes ou c'est Columbus? On est dans un rapport de 1 à 4 ou de 1 à 5, il faut vraiment qu'elles aient des alimentations quand même assez différentes, parce que même si l'obésité, c'est pas seulement l'alimentation, mais c'est aussi l'exercice physique et d'autres facteurs. Bon. Alors voilà, donc on a ces caractéristiques qui se retrouvent quand on regarde les obésités. On voit que les Français ils sont moins obèses que les autres, que les voisins même. Tiens, pourquoi ça s'éteint? Bon, il a quitté. Voilà qui me fait des misères maintenant, mon PowerPoint. Je suis désolé. Il revient, mais pas comme il faut. On va peut-être pouvoir se rattraper. S'il veut bien poursuivre. Bon, il requitte toujours au même endroit apparemment. Alors ça m'a jamais fait ça. Bon. Alors, voyons voir à quel endroit ça se passe. Je vais voir si je peux passer au-delà. Bon, de toute façon, je vais accélérer et passer parce que j'étais parti pour vous parler pour illustrer par un certain nombre de diapos les particularités et les différences, par exemple des Français vis-à-vis des autres pays développés. Il y a une diapo, je ne sais pas si elle marche, on va voir. Oui, elle marche, que j'aime bien montrer. Ah oui, mais ce n'est pas en présentateur, zut. Alors on va faire autrement. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Voilà. Si vous voulez, voilà une diapo que j'aime beaucoup, que je montre tout le temps. C'est l'enquête d'emploi du temps de l'INSEE et les équivalents pour les États-Unis. Alors ici, ce que vous avez, c'est le pourcentage de l'échantillon qui est en train de manger. Et ici, ce sont les heures de la journée. Ce que vous avez ici, la courbe qui est quoi, bleue, c'est la France. Et ce que vous voyez très nettement, c'est 3 pics très marqués, n'est-ce pas, avec un pic du déjeuner qui est très très aigu. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes en France à 13 heures, vous êtes à peu près sûr qu'il y a 50% des Français qui sont en train de manger. Et j'avais la même chose pour la Grande-Bretagne. Et il y a le pic dans la journée, le moment où il y a le plus de gens qui sont en train de manger, c'est 13h10. Et il y a 17,6% des Britanniques qui sont en train de manger. Donc leur courbe à eux, c'est comme la courbe des Américains ici. Elle est beaucoup plus plate, étalée. Et très curieusement, elle donne
moins d'épisodes alimentaires rapportés par les enquêtés, alors que, comme vous le savez, il y a quand même aussi plus d'obésité, etc. Donc, il se passe quelque chose, il y a pas mal d'épisodes qui passent à l'as. Et si les épisodes passent à l'as, c'est peut-être que parce que quand nous nous remémorons notre alimentation, nos prises alimentaires, nous pensons en termes de repas. Dire qu'est-ce que j'ai mangé au petit déjeuner, au dîner, et que s'il y a eu beaucoup de prises alimentaires solitaires, isolées et ad libitum entre les repas, peut-être qu'on les oublie, et peut-être qu'on les oublie un peu activement. Donc, bon, on voit la différence pour les Français entre 86 et 2010, ça a un peu baissé, mais ce n'est pas très significatif. C'est même pas significatif, je crois, statistiquement. Et on voit qu'il y a d'autres caractéristiques très nationales. Par exemple, le fait qu'on passe plus de temps que tout le monde à manger chaque jour. Ça a plutôt s'est stabilisé. Et que comme par hasard, là je suis un petit peu inductif, comme par hasard, ici vous avez ceux qui passent le moins de temps tous les jours, c'est aussi ceux qui sont le plus obèses. Mexique, États-Unis, Canada, tout ça c'est très très marqué par l'obésité. On nous dit toujours qu'on est les meilleurs marchés, l'un des meilleurs marchés pour le fast-food et pour les formes d'alimentation rapide, etc. Alors ça c'est un type que j'ai pris en photo en douce, alors je l'ai flouté quand même, dans un hippopotamus. Et j'ai trouvé qu'il incarnait quelque chose de très intéressant parce qu'il regarde son ordinateur. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a un tableau Excel entre les plats. Et pendant les plats, il se passe des épisodes de Casimir. Il a les écouteurs, l'ordinateur, etc. Mais il y a la séquence du repas français absolument parfaite. Il a fait entrée, plat, il en est à la salade, il va avoir peut-être fromage, je ne me souviens plus, dessert en tout cas, café, etc. Donc il est dans la séquence et il a invité l'ordinateur et la technologie moderne à sa table, comme on invitait la télévision et Patrick Poivre d'Arvor à la table du dîner familial, avant d'aller à la table basse vers la télé, comme nous dit-on, ça se passe aujourd'hui. À côté de ça, on a des façons, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a enregistré aux États-Unis assez fréquemment, c'est manger et conduire en même temps. Si vous interviewez les gens de chez McDonald's France, ils vous disent qu'en France, les gens ne marchent pas du tout comme ça. Ils viennent aux heures des repas, 80% du business, ils commandent plusieurs articles, ils sont plus souvent à plusieurs, ils consomment plus souvent sur place qu'à emporter, enfin, plus souvent sur place qu'on ne le fait ailleurs. Enfin bref, ils font une sorte de repas ça ressemble beaucoup plus à un repas dans un restaurant classique que dans un autre pays, dès qu'on a attaché à certaines formes de consommation qui ont du mal à disparaître, même s'il y a des tas de pressions. Je ne dis pas que ça ne change pas, ça va sûrement beaucoup changer. Il y a des particularités locales, toujours pour prendre la France, mais là j'ai des comparaisons entre pays, puisque c'était l'enquête sur 6 pays. Bon, ça date, mais c'est 2002, mais c'est quand même assez intéressant. Parce que ça montre qu'on demande aux gens de donner une note de 1 à 10 en termes de santé à des familles de produits. On a toute une série de questions comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des différences très frappantes. Vous prenez les fruits et les légumes, peut-être que le PNNS n'était pas encore assez rentré dans les têtes et que le catéchisme n'était pas assez assimilé, je ne sais pas, mais les fruits et légumes sont moins bien notés qu'ils ne le sont chez la plupart de nos voisins ou de correspondants. Pareil pour le poisson. Les céréales, curieusement, alors apparemment, c'est peut-être que ça faisait encore grossir dans les têtes à l'époque. Les produits laitiers sont mieux classés qu'ailleurs. Ça commencerait peut-être à changer légèrement, ça. La viande est plutôt mieux classée qu'ailleurs, sauf, enfin, c'est pas très significatif, mais on est en tête. Et le vin, on est dans le milieu. Il n'y a que les Américains qui sont très négatifs à cette époque. Donc il y a quand même de grosses différence. Alors, ce qui s'est passé avec mon ordinateur qui a quitté, c'est que mon horloge, mon chrono a quitté aussi, donc je ne sais plus du tout combien de temps il me reste. 20 minutes? Bon, merci. Alors, deuxième chose que je voulais discuter avec vous, donc les tendances globales, d'accord, mais essayons de comprendre que ce sont des moyennes et que s'il y a ces différences-là, ça veut dire que les écarts sont très importants. Les écarts types sont très importants. Bon. Alors, industrialisation et alimentation, qui était mon deuxième point, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je pense que c'est vraiment une des dimensions les plus importantes pour quiconque s'intéresse à la question de l'innovation ou du développement de nouveaux produits ou de nouvelles offres.
on nous dit les mangeurs refusent l'innovation, ils ne veulent pas d'OGM, ils sont déjà très méfiants pour les... Enfin, ils seraient très méfiants pour les nanos, des produits nano, etc., et les nanotechnologies. Bref, les clonages, chaque fois qu'on propose quelque chose, il y a un problème. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que si je tire les leçons, comme vous l'avez rappelé aimablement, quelques années, de travail sur les pratiques alimentaires et leur présentation, la question clé, c'est celle de l'identification des aliments, parce qu'elle a un rapport direct avec la question de l'identité du mangeur. Et quand on dit l'identité, on n'est pas loin de l'intégrité et de la sécurité et de la santé, etc. Je vais essayer d'expliquer ça. Ce que les gens mangent quand on fait des entretiens non directifs ou de nos techniques qualitatives, de l'analyse lexicale, etc., ce sont des objets, aujourd'hui, ce sont des objets comestibles non identifiés. Des espèces pas des ovnis, des ocnis, et dont le problème qu'ils posent, c'est toujours, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, on ne sait pas d'où ça vient, on ne nous dit pas tout, enfin bref, voilà. Et pourquoi est-ce que c'est un problème il y a de plus en plus de transformations, ça tout le monde le dit, il y a de plus en plus de... En gros, on dit que 80% de ce qu'on mange a été transformé d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si le chiffre veut dire quelque chose, mais enfin la plus grande partie. On voit que l'origine... Je disais ça tout à l'heure, c'est formulé en termes écosystémiques. C'est vrai qu'on avait des écosystèmes locaux diversifiés, et maintenant on a des produits qui viennent d'écosystèmes planétaires spécialisés. Et c'est une façon de dire qu'en effet, ce qu'on mange, on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas ce que c'est. Et tout ça passe par les linéaires de la grande distribution. Et les linéaires de la grande distribution, il y a des objets manufacturés sur des rayonnages avec des emballages, de la cellophane, ou je ne sais quoi, de l'étiquetage, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même des objets manufacturés, industriels, etc. Et ce que nous entendons, c'est donc on ne sait pas ce qu'on mange. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir ce qu'on mange ou pas? Ils mangent des ocnis, disent-ils, ou en tout cas c'est ce qu'on extrait du discours, des ocnis sortis d'une boîte noire. C'est quoi la boîte noire? C'est la boîte noire de la transformation de l'industrie. Et dans cette boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qui touche, qui fait quoi, etc. C'est pour résumer un petit peu. On sait par ailleurs, et je veux dire on le sait, mais expérimentalement, parce que c'est des choses qui ont été étudiées très systématiquement en psychologie sociale, en psychologie cognitive, surtout en psychologie sociale depuis déjà 30 ans ou 40 ans. Il y a quelque chose qui est apparemment assez universel, toujours prudent, j'ajoute un assez, etc. Ça sent dans notre fonctionnement mental, qui est l'idée qu'on est ce qu'on mange. C'est-à-dire, si on dit en français, par exemple, tu as bouffé du lion ce matin. Si je mange du lion, est-ce que je vais ressembler au lion? C'est ça la question. Il semble que ce soit un ressort qui fonctionne quand même logiquement, parce que tout le monde comprend ce que ça signifie, et la publicité pour la barre lion de M. Nestlé au moment des Coupes du Monde, enfin d'une Coupe du Monde déjà ancienne, c'était ça, je mange une barre de lion et je rugis comme un lion, le cas suivant. L'eau d'évian vous donne ce que la montagne lui a donné, etc., etc. Incorporation, identification. Donc je suis ce que je mange, et on le vérifie expérimentalement de façon très élégante, que je n'ai pas malheureusement le temps de vous raconter, mais je peux vous renvoyer à des ouvrages ou à des publications. Si je suis ce que je mange, et si je ne sais pas ce que je mange, évidemment, n'est-ce pas, je vous laisse compléter. J'ai quelques difficultés avec mon identité, avec ma santé, avec celle de mes proches dont je suis responsable, etc. Ça, c'est une question absolument fondamentale, constante, dans le rapport des mangeurs contemporains avec l'alimentation transformée par l'industrie. Voilà. L'autre chose, c'est que dans le « je ne sais pas ce que je mange », il y a trop de choses dont je sais très bien qu'elles sont là, sans savoir vraiment où elles sont, etc. Et cette présence obsédante du chimique, des produits chimiques, c'est un truc très ancien, qui remonte, d'ailleurs, qui est parallèle au développement de l'industrie agroalimentaire.
Par exemple, le tract de Villejuif, dont certains d'entre vous ont peut-être le souvenir, il réapparaît régulièrement, attribué à un certain nombre de E quelque chose, des effets cancérigènes, le plus dangereux étant le E330 qui se trouvait être l'acide citrique. Le citron est, à ma connaissance, innocent de ça. On le retrouve repris, circulant, ça a été étudié, il était affiché dans des salles d'attente de cabinets médicaux, dans une étude sur la banlieue parisienne il y a déjà 20 ans, et je l'ai vu dans un bulletin d'annonce dans un quartier, un arrondissement à Paris, repris pratiquement littéralement il y a quoi, 2 ans. Je participe à un eurobaromètre sur le risque alimentaire il y a en 2010, je crois, et on analyse les résultats d'une série de questions ouvertes. Quel est le souci numéro 1 de 32 000 interviewés à travers les États membres et les États associés? Les produits chimiques dans l'alimentation. Donc des choses qui se glissent dans notre alimentation quotidienne et qui la contaminent. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une analogie que je fais qui est l'analogie sismique. Il y a une sorte de tension constante dans les profondeurs de l'écorce terrestre, une faille. Cette faille, c'est en gros le on ne sait pas ce qu'on mange et l'insécurité du on ne sait pas ce qu'on mange. Et de temps en temps, il y a des crises, et ces crises, on peut les appeler des séismes, ou des mises à l'agenda, comme on dit maintenant dans le jargon sociologique à propos des controverses. Vous voyez, il y a une sorte de représentation latente, et de temps en temps, à la faveur d'événements aléatoires ou de crises quelconques, il y a une mise à l'agenda, ça devient quelque chose qui devient de nouveau discuté, fait l'objet de controverses ou de mouvements sociaux, et il y a toute une série de phénomènes liés à ça qui surviennent. Troisième point, il faut que j'accélère, et voilà l'essentiel finalement, l'un des points essentiels, c'est l'opposition animale-végétale. Alors moi je la résume assez bien par ce petit dessin que j'ai trouvé, je ne sais plus où, et qui est assez mignon, je trouve. C'est le caractère un petit peu cornu et diabolique de la viande, et le végétal qui a des petites ailes et une auréole. Il faut dire que la viande, c'est l'aliment à la fois le plus adoré et le plus abhorré, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça a joué un rôle absolument fondamental dans l'hominisation, la chasse, la coopération, le partage, l'organisation sociale, enfin tout ce que vous voulez. C'est l'aliment le plus recherché. C'est l'aliment... vous remarquerez sur lesquels, en tout cas les nourritures animales sont celles sur lesquelles portent les tabous religieux et autres. Très très rare qu'il y ait un tabou sur le navet ou sur le céleri. Même s'il y a des croyances et des représentations sur leurs vertus ou leurs effets. Il y a un psychologue social qui s'appelait Engel en 1941 qui avait montré aussi que les dégoûts, les aversions les plus violentes portaient sur des produits d'origine animale. Et puis, il y a des points communs, notamment le fait qu'entre les cultures, entre beaucoup de cultures, disons, c'est un aliment qui est perçu comme plutôt masculin, qui est chargé de vitalité et de force. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a changé depuis les années 80, depuis la crise de la vache folle? Pas seulement, parce que la consommation, notamment de viande rouge de bœuf, a commencé à plafonner ou à stagner à partir du milieu des années 80. Donc... c'est quelque chose de plus long, de long cours. Est-ce qu'on dirait toujours aujourd'hui gagner son beefsteak? Parce que c'est intéressant de voir qu'on a dit gagner son beefsteak alors qu'auparavant on disait gagner son pain. Et ce gagner son beefsteak, il s'est installé, me semble-t-il, plutôt justement après la guerre, ou en tout cas à une période, vers les 30 glorieuses peut-être, je ne vais pas chercher les occurrences, donc je parle prudemment, où on était dans une certaine prospérité et où on pouvait se donner libre cours à ces appétits de viande. Alors je vous disais tout à l'heure que les appétits de viande en Chine sont attestés. Voilà, ça date du 21 septembre. Ça s'appelle Ostec et c'est un steakhouse à Pékin. Alors c'est dans un quartier d'expatriés, c'est tenu par un Français. Il est très très content du résultat parce qu'il y a énormément de Chinois qui viennent dans le quartier expat
pour manger du steak, et maintenant il en a ouvert un autre et un troisième, le dernier dans un centre commercial, le deuxième dans un quartier, alors là, beaucoup plus chinois. Donc d'un côté, vous avez ça, le steak. De l'autre côté, vous avez ça, par exemple, des graffitis sur les murs des abattoirs de Montréal, de la viande morte. Donc, tu manges de la viande morte. Qu'est-ce que tu manges? D'abord, c'est la formule dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu manges? Viande morte. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, je présente des steakhouse à Pékin, ce qui ne veut pas dire que dans les mêmes pays occidentaux où vous voyez ces attaques contre la viande, vous avez aussi une prolifération de steakhouse et des restaurants de viande et une gourmandise de la viande, etc. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à régler tout ça? Eh bien, on peut essayer de raisonner sur la ligne de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le plus abhorré, le plus adoré, parce que justement, il est très chargé socialement, symboliquement et autrement. Et surtout, il repose sur la mort de l'animal. Donc la question de la mort de l'animal est toujours en arrière-plan, et la légitimité ou le sens de la mort de l'animal. Alors, on avait fait une étude il y a quelques années. On avait vu que les niveaux de dangerosité perçus par les mangeurs dans une... Bon, on ne voit rien là-dessus. Bon, je passe. Mais en gros, c'était les aliments d'origine animale qui étaient perçus comme les plus périlleux, si vous voulez. Et pour illustrer ça, voilà une petite expérience en pensée qui me paraît... qu'on fait faire aux gens, qui me paraît révélatrice. Il y a un Toscan au XVIIe siècle qui s'appelait Redi et qui a fait une expérience classique pour vérifier la théorie de la génération spontanée. Il a pris deux bocaux, l'un fermé, l'autre pas fermé, dans lesquels il avait mis de la viande. Et il a regardé au bout de quelques jours ce qui se passait dans les deux bocaux. Celui qui était fermé, il n'y avait pas de ce qu'il y avait dans l'autre. Et dans l'autre, il y avait des asticots, parce qu'évidemment, les mouches avaient pondu dans le bocal ouvert. Alors, on a posé la question à des gens, c'était une enquête sur la sécurité alimentaire, et notamment sur les utilisations du frigo, les risques perçus, etc. Et on a demandé aux gens de faire en pensée l'expérience suivante. Vous oubliez un morceau de viande dans un bocal ouvert, fermé, en dehors de votre frigo, alors que vous partez en vacances, qu'est-ce qui va se passer quand vous revenez? Et faites la même expérience en pensée avec de la laitue, donc de l'animal et du végétal. C'est absolument, on a été assez épatés de découvrir que nos contemporains, très largement, y compris dans des niveaux d'études élevés, croyaient d'une certaine manière à la génération spontanée. Et ils pensent que cette génération spontanée apparaît dans les produits animaux, dans la viande, et beaucoup moins ou pas du tout dans la salade. Voilà par exemple deux citations, deux verbatim d'interviewés là. Il y en a un qui nous dit pour la viande, moi je pense que les vers ils ne peuvent apparaître que sur la viande. Le couvercle, je ne vois pas ce que ça change. La viande, c'est pas vivant, mais c'est quand même encore un peu vivant. Salade, sans couvercle, elle commence par flétrir, puis elle fait une bouillie, elle noircit, puis à la fin, il ne reste rien, elle se désagrège complètement. Avec couvercle, il va rester une sorte de jus, c'est un végétal, c'est pas comme la viande. C'est quand même assez fascinant, je trouve, je sais pas ce que... Bon. Notre rapport à l'animal, d'une manière générale, change radicalement. Si on est là aussi, c'est pour ça. Donc j'accélère, pardon. On a découvert l'animalité des humains, je crois que je l'ai déjà dit. Ah non, c'était avant. Et on découvre, j'allais dire, l'humanité des animaux, le fait que les animaux peuvent nous apparaître aussi comme des individus, des sujets sentants, sensibles, etc., à la lumière des études scientifiques, de les capacités qu'on découvre, de le comportement tel que le décrit l'éthologie animale, etc., etc. Et d'une certaine manière, dans ce contexte-là, le problème de la mort de l'animal se pose d'une façon complètement nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on est passé du sacrifice rituel, ou des rituels de la mise à mort de l'animal, à l'abattoir industriel. Et si vous voulez bien, je voudrais en profiter maintenant. Je ne sais pas s'il faut éteindre la lumière, on n'a pas le son, mais bon, tant pis pour vous passer juste un petit extrait vidéo qui, me semble-t-il,
traduit très fort la sensibilité contemporaine, ce que nous ressentons quand nous voyons ça, ce que beaucoup d'entre nous, ou beaucoup de nos contemporains pensent quand ils pensent à l'animal et à son traitement industriel. En tout cas, ça sort de plus en plus. Et c'est un film, alors je vais sauter le massacrer, je demande pardon à l'auteur. De toute façon, c'est de très mauvaise qualité, ma captation. Mais c'est juste à titre d'illustration, je trouve ça assez fort. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez suffisamment ? Je mets à fond mon... Il n'y avait pas le son mais... dans la salle, paraît-il. Oups, je suis confus. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Vraiment toutes les enquiquinnements là. Ça fait rien, je reviens. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas le son parce qu'il y a des musiques assez... Je passe encore. Et c'est une rhétorique très huilée, très efficace, je pense. Vous partagez ce point de vue. Et la fin est particulièrement, me semble-t-il, frappante. Et là, je le laisse se dérouler jusqu'à la fin. Alors la musique, c'est une espèce de pulsation de batterie s'accélère et s'arrête. Et ça fait toujours le même effet, ça. Donc quand je vous dis qu'il y a une rhétorique forte, voilà. Et donc, des choses comme ça, peut-être pas de cette qualité, mais on en voit sans arrêt. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous promener sur le web ou allumer une télé sans avoir maintenant des reportages, etc. Donc il y a une mise en cause, une transparence et une interrogation radicale sur la légitimité de la mort de l'animal. Et vous remarquerez que ça, c'est en voie de disparition, ce qu'on voyait sur les étals des bouchers. Ça a disparu, les trépieds, etc. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Voilà les données de consommation de l'enquête INCA. C'est l'enquête nationale, officielle, individuelle, nationale, etc., de consommation alimentaire. Ce qu'on voit, c'est que les taux de consommateurs, ça veut dire le pourcentage des consommateurs interrogés dans la semaine où a duré l'enquête qui consomment le produit. Donc, les fruits et légumes, c'est plutôt en augmentation, en particulier chez les femmes, mais ce n'est pas absolument massif. Et si on regarde la baisse de la catégorie un petit peu composite, viande, produits de la mer, VPO, on voit que c'est en baisse, en effet, un petit peu partout, mais en particulier dans les cases bleues qui sont significatives statistiquement. Si je regarde par exemple, entre une question que j'avais posée en 2002
Et la réplication de cette question sur un échantillon national représentatif en 2011, d'accord, pas d'accord, j'évite de manger de la viande. On voit que en 2002, c'était 90,1% de non, et en 2011, ça n'est plus que 86,0% de non, 14% de oui, ça fait une différence significative. Et on voit que l'affirmation « j'évite de manger tout ce qui vient d'un animal » donne 98,2% de non en 2002 et 1,8% de non, alors que ça devient 3,5% de oui en 2011. Les raisons invoquées, c'est plutôt la santé et le goût. Les raisons morales, c'est un petit peu plus bas, mais enfin bon. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans ce temps-là, on a vu exploser... 5 minutes ? On a vu exploser ce que j'appelle les alimentations... Enfin, exploser. Apparaître de façon très, très claire un phénomène d'individualisation à travers les alimentations particulières. Qu'est-ce que j'appelle les alimentations particulières ? Ben, écoutez, on va illustrer comme ça. C'est comme on l'a... Comme on l'a vu pour le... Je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon, j'ai été troublé. Oui, c'est le dessin qui apparaît dans le livre. Bon, on va le regarder comme ça. Je peux tenter le coup encore une fois quand même. Voilà, vous avez le dernier Thanksgiving, c'est la grande fête de réunion familiale. Ils sont autour de la table. Normalement, au milieu de la table, il devrait y avoir une dinde. Il n'y a pas de dinde, il n'y a rien. Et ils disent tous quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne peux pas manger de sel. Je suis lactose intolérant. Je suis végétarien, végan, macrobiote, traditionnaliste fanatique, sur un détox, strictement cachère, super ultra difficile gourmet. Etc., etc. C'est que chacun invoque, il y a les allergies, etc., etc. C'est-à-dire que le processus d'individualisation dont je parlais est arrivé à ce point dans cette culture-là que finalement une règle fondamentale et apparemment assez universelle de la commensalité, c'est-à-dire du partage de la table ou du repas, et de l'hospitalité, qui veut que vous ne pouvez pas manifester à votre hôte ou à votre commensal, c'est celui qui partage votre table, une méfiance très offensante en refusant ce qu'il offre, ce qu'il vous êtes censé partager avec lui. En particulier dans une société, ça on l'a étudié, on l'a mesuré, comme la nôtre, dans une culture comme la nôtre, qui est de tradition catholique, avec une très forte présence finalement, silencieuse, inconsciente, simplement intégrée dans les rites sociaux et dans la tradition culturelle, de l'Eucharistie et de la communion. C'est-à-dire qu'en somme, quand j'interroge mes Français là, et que je leur demande est-ce que vous êtes d'accord avec l'énoncé suivant « je suis végétarien », j'obtiens 3% de oui. Et si je pose la question en disant « d'accord, pas d'accord » avec l'affirmation suivante « je m'abstiens de manger de la viande » comme vous avez vu tout à l'heure, ça monte tout de suite de façon considérable. Parce que si vous dites « je suis végétarien », vous revendiquez l'appartenance à une catégorie telle qu'elle revient à s'excommunier de ce processus communel que constitue le repas français. Et donc dans un tel contexte, la viande, le repas, elle tient sa place parce que si vous refusez une partie aussi essentielle du repas, vous manifestez que vous voulez ou que vous assumez de vous retirer de ça. C'est beaucoup moins le cas dans les pays anglo-saxons. On avait même mesuré les choses en proposant une question sur, la voici, sur l'exception individuelle, l'alimentation particulière. On envisageait 3 hypothèses dans tous les pays qu'on avait étudiés. 3 hypothèses. La première, c'était pour des raisons médicales. La deuxième, pour des raisons éthiques ou religieuses. La troisième, juste par goût ou aversion personnelle. Vous invitez quelqu'un chez vous à dîner. Pour une de ces 3 raisons, il vous dit qu'il ne mange pas ce que vous lui offrez. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas normal ? Et vous voyez, les différences sont vraiment frappantes parce que dès que ça parle anglais, si j'ose dire,
il y a 93% ou 97% qui trouvent que c'est parfaitement normal. C'est le repas contrat. C'est un contrat entre des individus responsables, libres, etc. On va passer un moment ensemble, on va éliminer les obstacles. Mais quand on est dans une situation comme l'Italie ou la France, alors là, c'est plus 97%, c'est 73%, etc., qui disent, bon, c'est normal, mais ils le disent probablement avec une certaine réticence. Si je dis ça, c'est parce que j'ai des entretiens qui sont très instructifs, le côté Cali là-dessus. Bon, est-ce que ça bouge, ça? Ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a reposé la même question aux Français en 2011, même échantillon, même période de l'année, même tout, quoi, dans les meilleures conditions, et on trouve exactement, à 2% près, les mêmes résultats. C'est-à-dire que les Français n'ont pas changé là-dessus entre 2002 et 2011, ça reste stable. On admet un peu l'excuse médicale, par exemple, mais si vous allez en Allemagne, on admet beaucoup moins l'excuse médicale, je ne sais pas pourquoi, c'est assez intéressant, la différence entre les peuples. Alors, donc pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que, si vous voulez, on se rend compte que le rapport à nos protéines, entre guillemets, c'est-à-dire aux aliments en fait, il est quand même encadré par des choses que nous ne voyons pas, dont nous n'avons pas conscience au quotidien, mais qui gouvernent, qui guident nos comportements, nos conduites alimentaires, nos attentes et ce que nous acceptons, ce que nous souhaitons. J'ai vraiment pas le temps parce que j'ai trop traîné, et puis bon, je veux dire que c'est la faute des incidents techniques, de vous parler des alternatives autres que les protéines végétales et de ce qu'elles nous révèlent aussi, mais bon, ça vous aurait peut-être un petit peu dégoûté. Il y a les vers que j'ai eu le plaisir de déguster au Mexique, des vers sur une tortilla avec du guacamole, ou bien le restaurant qui est, je vous le montre quand même, celui-là, il a été élu meilleur restaurant du monde, soi-disant, par la revue britannique Restaurant de magazine, etc. C'est Noma à Copenhague. Et ce que vous voyez là, je ne vous le fais pas bouger parce que c'est une vidéo, mais ça va encore planter mon... ce que vous voyez là, c'est des petites fourmis noires vivantes dans ce qu'ils appellent un dip, c'est-à-dire une sauce, si vous voulez, d'oseille. Et on vous explique qu'il faut tremper la carotte séchée qu'on vous donne dans ce dip d'oseille, qui a une acidité, et que l'acidité de l'acide formique est différente de l'acidité de l'oseille, et que c'est ça qu'il faut déguster, et que quand ça bouge, c'est encore mieux. Il y a la viande in vitro. J'arrête tout de suite, je vais juste vous en montrer une pour terminer. Je vais vous montrer 4. Ce qui est absolument essentiel, c'est donner sens à la mort de l'animal. Et un gastronome a dit une fois, je ne sais plus qui, une phrase que je trouve formidable, quelque chose qui n'était pas bien cuisiné, qui n'était pas bon, il a dit « ce poulet est mort pour rien ». Donc il y a beaucoup d'animaux qui meurent pour rien si on se fie à des critères de qualité, de goût et à des conditions de consommation positives. Vous pourrez poursuivre après tout à l'heure. Ouais. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est ça. Tout le discours sur l'élevage, il est basé sur quoi? Il est basé sur la critique de l'élevage, elle est basée sur ce type d'élevage-là. C'est les feedlots américains. Et encore une fois, vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas la même chose que ça, qui est plus familier, ou ça, et que par conséquent, on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain et décréter que l'élevage en soi est mortifère. Au contraire, cette forme d'élevage-là, tout le monde souhaite la préserver et elle a une utilité très grande, ne serait-ce que pour la préservation du tissu rural. Et vraiment, j'insiste sur si vous me laissez finir, pardon, j'aurais dû m'arrêter avant. Mais vous pourrez continuer tout à l'heure avec ça, je vais continuer tout à l'heure, mais c'est la seule. Non, je n'ai pas l'habitude d'insister comme ça quand j'ai débordé, mais je pense que c'est important. Nous savons ce que veulent vraiment les mangeurs. Ils veulent le goût, ils veulent la santé, mais le goût et la santé, dans les consommateurs français, nous savons que ça va ensemble. C'est-à-dire que si un produit est bon, il est bon, aux deux sens du mot. Ils veulent la naturalité, ça paraît paradoxal, et nous avons pu montrer que la naturalité dans leur tête était très étroitement corrélée à la santé, et que c'est vrai pour tous les consommateurs européens sur lesquels on a testé la question. Des corrélations presque énormes, 7,80 ou quelque chose comme ça. Et puis le dernier point, c'est quoi que vous fassiez, que ça soit végétal, animal ou autre chose,
il faut que ça réponde à ces impératifs-là et que ça concilie des choses inconciliables et à la commodité d'emploi. Alors la transition est toute trouvée pour accueillir Marc Anton. Là, je vous coupe et on continuera après. Vous avez raison, oui, pardon.